Bonjour à toutes, chers étudiants et chères étudiants de licence 1. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce cours consacré à l'Europe en 1815, ce premier des 12 cours de cette initiation à l'histoire de l'Europe au XIXe siècle. Deuxième partie qui va être consacrée en fait au Congrès de Vienne qui est extrêmement structurant d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique pour l'Europe de la plus grande partie du XIXe siècle. Et il mérite à lui seul une partie de ce cours que vous voyez donc ici, hein, la deuxième partie, avec le plan et dans la colonne de droite, le vocabulaire, les dates, les chiffres qui correspondent à cette partie. Une partie que je vais vous traiter, donc vous le voyez, en trois temps. Tout d'abord pour vous évoquer la réunion de ce congrès, puis brièvement son déroulement, et enfin ça sera le plus gros morceau en fait de ce grand 2, l'acte final du congrès de Vienne, c'est-à-dire les décisions qui sont prises lorsque les plénipotentiaires, les chefs d'État vont se séparer, et encore une fois qui vont structurer l'Europe à venir. Alors, c'est au palais impérial autrichien à Vienne que le congrès va s'ouvrir en septembre 1814, quelques mois après la chute de Napoléon, et avant donc son retour des 100 jours, bien évidemment. Je vous rappelle que la première abdication de Napoléon date du 6 avril 1814, on l'avait cité dans la première partie, et le choix de Vienne s'impose. Il s'impose pour plusieurs raisons. D'abord parce que Vienne est la capitale de l'Empire d'Autriche, de la dynastie des Habsbourg, qui est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses d'Europe. Les Habsbourg règnent depuis le XIIIe siècle sur l'Empire, qui à l'origine était le Saint-Empire romain germanique et qui est devenu l'Empire d'Autriche en 1806, fin 1805-1806, au lendemain de la défaite des Autrichiens contre Napoléon à la bataille d'Austerlitz. Les Habsbourg ont eu un prestige qui a été encore renforcé par leur victoire finale de 1814 sur Napoléon. Cette ville est, il faut le dire, le symbole de l'Ancien Régime, de cet ancien régime que l'on entend restaurer. Elle est située au centre de l'Europe, ce qui est un atout bien évidemment. Quand vous regardez Londres sur une carte, Londres, capitale de l'un des vainqueurs de Napoléon, est beaucoup plus excentrée. Berlin également, et a fortiori bien évidemment la capitale de l'Empire russe, Saint-Pétersbourg. Enfin, elle présente un avantage sur les autres grandes capitales européennes, c'est que c'est la seule, avec Paris, mais Paris est la capitale du pays, du grand pays vaincu, à avoir une capacité logistique, une capacité d'accueil en termes de palais, en termes d'hôtels, d'auberges, pour accueillir eh bien, le très nombreux personnel, les dirigeants, ceux qui les entourent, qui vont se rendre à ce congrès. En effet, depuis le congrès de Westphalie, qui avait mis un terme en fait à la guerre de 30 ans, en 1648, jamais l'Europe n'avait organisé une réunion de cette importance et réunissant un tel nombre d'invités. Ce nombre d'invités avoisine les 10 000. Plus de 200 délégations vont faire le déplacement de Vienne, à la quinzaine de souverains présents. Il faut en effet aussi ajouter les ministres, les diplomates, les conseillers, les experts, le petit personnel, les domestiques de ces ambassades qui débutent donc à Vienne. La plupart des pays européens sont représentés, à l'exception notoire de l'Empire ottoman. Cet Empire ottoman qui est à cheval, qui chevauche, on le verra dans un cours à venir, plusieurs continents, donc l'Asie, une partie de l'Europe, les Balkans en l'occurrence, et puis le nord de l'Afrique, est considéré par les Européens comme extra-européen. S'ajoute le fait que la religion musulmane n'est pas la religion de la majorité des pays européens qui sont soit catholiques, soit protestants. Alors en revanche, la France, elle, est admise en la personne de
Talleyrand. Talleyrand qui est le ministre des Affaires étrangères du roi restauré Louis XVIII, après avoir été le ministre des Relations extérieures de Napoléon. Beaucoup le qualifient de girouette, mais cet homme qui est le plus grand diplomate de l'époque, eh bien, va représenter la France parce que les Alliés, il faut bien l'avoir à l'esprit, entendent montrer que leur action était menée contre Napoléon et n'était pas menée contre la France. Il ne s'agit pas d'affaiblir les Bourbons qu'ils viennent de restaurer. Et puis, il ne s'agit pas non plus d'humilier les Français. On sait que lorsque les Français sont humiliés, ils peuvent se rebeller, ils peuvent se révolter, ils peuvent révolutionner l'Europe. Et donc, ce risque, eh bien, les Alliés ne veulent pas le prendre. Alors justement, ce sont ces Alliés ils ne sont pas les seuls mais présents à ce congrès, mais ce sont ces alliés qui dominent le congrès, les vainqueurs de Napoléon, que je vous citais dans la première partie, à savoir eh bien, l'Autriche, la puissance invitante, le Royaume-Uni, la Russie et la Prusse. L'Autriche est représentée par le principal ministre de l'empereur d'Autriche, François, à savoir Metternich, qui est le véritable maître d'œuvre de ce congrès. Alors je vous remontre le plan, puisque dans une deuxième partie, très brièvement, je vais vous évoquer le déroulement de ce congrès. La cour d'Autriche va offrir pendant tout le temps du congrès des fêtes somptueuses aux participants. Le congrès ne siège en effet jamais en séance plénière et il ne siégera en séance plénière que pour l'acte final dont je vous parlerai tout à l'heure dans le troisième point. Et les représentants des petits États, c'est tous les autres États hors les quatre puissances et la France, eh bien, ne seront associés ni aux délibérations ni aux décisions qui sont prises. Parallèlement, vous avez des commissions de techniciens qui sont chargés d'étudier les principaux dossiers. Alors, par exemple, les masses de population, les questions économiques, le tracé des frontières. Donc tout ça se fait en commission d'experts. Et puis, les quatre grandes puissances tranchent au cours de conférences secrètes auxquelles sont associées, pour certaines d'entre elles, eh bien, Talleyrand. Cependant, ces quatre puissances, précisément, se divisent sur le partage de l'Europe en deux blocs antagonistes. Vous avez d'un côté la Russie et la Prusse qui sont plutôt en phase, et de l'autre, l'Autriche et l'Angleterre. Et tout le jeu extrêmement habile de ce grand diplomate qu'a été Talleyrand va être de s'immiscer, de créer un coin entre ces deux camps, et par habileté, en fait, d'une part, dans un premier temps, de se faire admettre dans les réunions, de tenter de profiter des divisions, de se faire l'avocat des plus petites puissances, et en particulier de l'Espagne, qui se considérait encore à l'époque comme un grand royaume, et qui était très choqué de ne pas être admise, en fait, dans ces réunions. Et Talleyrand va jouer ce jeu. Alors, ce jeu va être bien évidemment très handicapé par le retour de Napoléon pendant les 100 jours. Ce retour est extrêmement romantique. L'histoire, bien évidemment, l'a gardé comme un épisode glorieux. Mais quand on regarde les choses de près et sur le moment, il va avoir plutôt un côté négatif, on va le voir au moment de l'acte final pour la France. Et il va beaucoup handicaper, bien évidemment, Talleyrand dans le jeu très habile qu'il était en train de mener, puisque en fait ce retour de Napoléon va rapprocher les quatre puissances, je vous l'ai dit dans le Grand 1, de nouveau elle conclut une coalition pour vaincre définitivement Napoléon. Et finalement tout cela va aboutir dans l'acte final que je vous présente dans cette troisième sous-partie que voici. Alors l'acte final, il va être signé, c'est très intéressant, la date est significative. Le 9 juin 1815, nous sommes, cela ne vous a peut-être pas échappé, cela n'a pas échappé à ceux qui suivent le plus ce que j'ai dit dans la première partie, 9 jours avant la défaite de Napoléon à Waterloo. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les Alliés considèrent qu'ils vaincront Napoléon un jour ou l'autre.
ils le vaincront dans cette campagne de Belgique de juin 1815, ou s'ils ne parviennent pas à le vaincre à ce moment-là, ils le vaincront peu après. C'est l'idée de restauration de la légitimité, comme le voulaient les penseurs contre-révolutionnaires que je vous ai évoqués dans la première partie, qui va prévaloir. Il va prévaloir complètement ce principe de cette idée de restauration de la légitimité sur un autre principe qui est le principe des nationalités, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui va totalement être bridé, principe avec lequel Napoléon avait joué de façon extrêmement ambiguë, mais là, toutes les ambiguïtés sont levées. Le Congrès de Vienne renonce totalement à ce principe. Cependant, il faut le souligner, c'est un compromis. On va le voir que cet acte final du Congrès de Vienne, et il ne va pas reconstituer totalement la carte de 1789. Il y a en particulier, par l'intermédiaire des commissions d'experts dont je vous parlais tout à l'heure, une volonté de rationalisation, une volonté de simplification, une volonté d'équilibre, mais aussi parallèlement d'indemnisation des vainqueurs en raison du très grand rôle qu'ils ont joué. Alors je vais maintenant vous montrer, pour terminer cette deuxième partie, et je vais la commenter avec vous, cette carte qui est tirée du manuel que j'ai édité et que je vous présentais tout à l'heure, qui est la carte de l'Europe issue du Congrès de Vienne. Les quatre grandes puissances sont en effet les principales bénéficiaires en fait des traités de Vienne, puisque la Russie, vous la voyez tout à l'est, va s'ancrer à la suite du Congrès de Vienne plus nettement en Europe. Elle conserve ainsi la Finlande qu'elle avait enlevée à la Suède, ce qui va lui permettre ainsi de contrôler la mer Baltique. Elle va, vous le voyez, à son sud-ouest, prendre la possession de la Bessarabie qu'elle a prise à la Turquie. Il y avait en même temps, concomitamment avec les guerres napoléoniennes, une guerre que la Russie menait à la Turquie. Et ainsi, cela va lui permettre de se rapprocher des détroits et de se donner accès à la mer Méditerranée. En outre, elle acquiert la plus grande partie des provinces polonaise et elle va constituer un royaume de Pologne qui sera confié au propre frère en fait du tsar, le tsar Alexandre, son frère le grand-duc Constantin, hein, qui devient en fait le gouverneur de ce royaume de Pologne. La Prusse, deuxième puissance grande vainqueur du Congrès de Vienne et de Napoléon, va s'agrandir à l'ouest. Alors ces acquisitions de l'ouest que vous voyez sur cette carte, hein, elles sont mentionnées en noir, comme la Rhénanie et la Sarre, présentent néanmoins l'inconvénient de faire du royaume un ensemble très hétérogène, puisque vous voyez qu'il y a entre la Prusse historique autour de Berlin et puis ces nouvelles provinces rhénanes, un certain nombre d'États qui s'interposent de ce fait. On a un ensemble hétérogène, hein, deux tronçons. Inversement, lui, l'Empire d'Autriche gagne en compacité, il devient plus compact, hein, même s'il demeure une mosaïque de peuples en 1815. Il a en effet renoncé à ses anciennes possessions allemandes, ainsi qu'aux défunts Pays-Bas, qu'on appellera plus tard la Belgique, parce qu'il s'était révolté très tôt, même avant la Révolution française, hein, et ils avaient bénéficié de cette révolution pour s'émanciper avant de passer sous le contrôle de la France. Et l'Autriche, Vienne, considère qu'elle ne peut plus les contrôler, et donc parce que c'est trop éloigné en fait de son territoire, et donc difficilement protégeable. Par retour, acquisition ou contrôle, l'Empire d'Autriche va dominer au contraire toute la partie centrale et méridionale, vous le voyez sur la carte, de l'Europe, la majeure partie de l'Allemagne et de l'Italie. Quant à
l'Angleterre, qui est en fait la quatrième puissance, elle n'avait, elle, pas de réelle ambition continentale, hein. En revanche, elle va s'assurer la maîtrise des mers avec Gibraltar, qu'elle détient déjà, des bases navales et stratégiques vont lui donner le contrôle des mers européennes. Par ailleurs, l'Angleterre va conserver les Antilles et les Guyanes, enlevées à la France, enlevées à la Hollande et à l'Espagne, qui avaient été, pendant les guerres napoléoniennes, des alliés de la France, hein. Le royaume de Hollande avec Louis, le frère de Napoléon, l'Espagne avec Joseph, notre frère, son frère aîné. La possession du Cap, la possession de Maurice, la possession de Ceylan vont lui permettre de protéger également la route des Indes qui très rapidement va devenir, on le verra dans un autre cours, le joyau de son empire colonial. Alors ailleurs, les grandes puissances sont décidées de ne pas rétablir nombre d'États minuscules d'Ancien Régime parce qu'elles les jugeaient indéfendables. Imaginez que l'Allemagne, avant 1789, se composait ainsi de 360 États. Eh bien, on va rationaliser cette carte de l'Allemagne. Désormais, il n'y aura plus que 39 et bientôt 41 États, c'est déjà énorme, hein, bien évidemment, en Allemagne. C'est ce que l'on va appeler le Deutscher Bund, c'est-à-dire la confédération germanique, qui va les regrouper avec à sa tête, sous sa présidence, l'empereur d'Autriche en personne, et une diète, c'est-à-dire une assemblée où chacune de ces puissances enverra une représentation diplomatique et qui se réunira à Francfort, donc au centre de l'Allemagne. De son côté, l'Italie reste morcelée, elle se compose encore, vous les voyez sur la carte, de 8 ensembles territoriaux dont je vous laisserai apprendre le détail. L'une des grandes idées en fait à retenir de cette nouvelle carte de l'Europe est l'établissement d'un cordon de protection autour de la France, dont les Alliés, il faut le dire, continuent à se méfier. Et l'une des raisons, en fait, par exemple, hein, de la constitution d'une Prusse rhénane, c'est pour pouvoir disposer d'une armée immédiatement projetable sur le territoire français, l'armée prussienne. La Prusse est un État très militarisé, de manière à contraindre les Français à respecter en fait le Congrès de Vienne s'ils avaient des velléités justement d'y contrevenir. Alors voilà pour cette deuxième partie. Je vous donne rendez-vous maintenant dans une troisième partie conclusive, hein, dans laquelle je vous montrerai toutes les limites, toutes les menaces en fait qui pèsent sur cette œuvre de Vienne.